Le titre de mon intervention, Symptomatologie du désir entre XXe et XXIe siècle, a l'ambition d'être tout d'abord un moyen de poser la question suivante. Que s'est-il passé au désir entre les années 70 et aujourd'hui? Pourtant, le fait que je ne puisse véritablement répondre à une telle question que partiellement explique que mon exposé s'oriente vers un cas particulier. Je le traiterai comme une sorte de cas clinique, en observant les symptômes du malaise théorique dans un livre qui a été lui-même un instrument thérapeutique, à savoir l'Antiodype de Deleuze et Guattari. En partant des critiques exposées par Stigler dans Pharmacologie du Front National, qui concernent principalement la confusion deleuzienne entre les désirs et les pulsions, mais aussi l'oubli de l'idéologie, j'essayerai d'appliquer au désir de l'Antiodype lui-même une méthode et une perspective symptomatologique. Il faut donc en premier lieu décrire très rapidement ce que j'entends pour symptomatologie, mot qui vient de Deleuze, est introduit avant lui par Nietzsche et sa symptomatologie de la décadence. Comme l'a expliqué François Zurabichvili, chez Deleuze, je cite, « La médecine de la civilisation concerne avant tout le désir, traitant les phénomènes culturels comme autant de symptômes, de formations impliquant un investissement libidinal collectif. » Or, bien que la symptomatologie de la civilisation fût conçue par Deleuze en se référant essentiellement à la littérature, on peut penser la symptomatologie comme un véritable instrument philosophique. Autrement dit, si Deleuze, en se référant à la symptomatologie, a mis un coup d'arrêt à sa pensée, en restant au niveau de la proposition, on peut toutefois développer la perspective symptomatologique pour théoriser à nouveau frais l'agencement entre philosophie et réalité sociale. Je veux dire par là que la symptomatologie peut être conçue comme une sorte de schéma kantien pour connecter la philosophie à la réalité sociale et pour mettre les pathos à l'épreuve de la théorie philosophique. La philosophie étant presque toujours réticente à penser les pathos en tant que tels. Ce n'est pas une coïncidence, d'ailleurs, le fait que les motifs les plus évidents qui animent les derniers livres de Stigler partent en tout d'une dimension pathologique. Ils relèvent plusieurs symptômes de souffrance, tels que la misère symbolique, la prolétarisation ou la perte du sentiment d'exister. Chez Stigler, la pensée est plongée dans des situations de malaise concernant des facultés génériquement humaines, telles que la langue, la mémoire, l'attention, l'émotivité, les affections et la créativité. En effet, nous vivons dans une époque où ces facultés sont exploitées au maximum par la civilisation. Il est désormais de plus en plus facile à voir que cette exploitation intensive a mis en danger les conditions mêmes de ces facultés. De ce point de vue, la symptomatologie marque la différence entre une approche philosophique qui veut prendre soin du monde et les philosophies qui demeurent abstraites et donc politiquement inutiles. Et malheureusement, nous pouvons en trouver plusieurs exemples, même dans la discipline de la dite philosophie politique. Il s'agit alors de développer un point de vue philosophique à la fois empiriste, sociopolitique et radical, visant à comprendre les symptômes du malaise de tout et de chacun, pour être capable de prendre soin de gens afin de ne pas les laisser isolés, pauvres et tristes face à la crise généralisée que nous vivons. Il convient toutefois de préciser que la symptomatologie, que j'appelle sociale, n'a absolument pas le but de soigner les symptômes, mais plutôt d'identifier la relation qui s'établit entre les malaises et les dispositifs de pouvoir de la civilisation, et ceci afin de solliciter les modes d'existence, de conduite, de pratiques et de normes en tant qu'inventions essentielles qui permettent de changer les contextes dans lesquels ces symptômes apparaissent. Si dans Malaise dans la civilisation, Freud a soutenu que la psychanalyse ne peut pas prendre soin de la civilisation elle-même et qu'elle peut seulement rechercher le symptôme de l'individu, ses névroses en particulier, la tâche de la perspective symptomatologique peut aller bien au-delà du sujet individuel. Je ne veux pas dire par là que Freud a totalement oublié le niveau collectif du désir et de l'inconscient, mais je pose uniquement qu'il a choisi de soigner l'individu, le ça de l'individu,
son inconscient individuel, en renonçant au niveau véritablement social et donc politique. De ce point de vue, alors, si le précurseur de la symptomatologie est Nietzsche, il a parlé de symptomatologie de la décadence dans le 1888, la première symptomatologie sociale se trouve dans la dialectique de la raison, puisque ce livre représente une réponse à la fois philosophique et politique à malaise dans la civilisation. Dans ce livre, dans la dialectique de la raison, qui est riche à la fois de pathos et d'analyses très fines, Adorno et Horkheimer diagnostiquent les symptômes de l'Aufklärung pour comprendre les causes de son malaise et de sa toxicité pour la raison elle-même. Il s'agit de la même toxicité qui a été décrite en profondeur par État de choc, le livre de Stigler qui peut être conçu comme une pharmacologie de la bêtise et par là de l'Aufklärung. Or, le rapport entre symptomatologie et pharmacologie étant évident, il faut dire que la symptomatologie représente uniquement les tout premiers pas thérapeutiques, avant la pharmacologie. Il s'agit du premier pas de la critique sociale. De ce point de vue, il est absolument nécessaire de distinguer la symptomatologie de la pharmacologie, puisque la première est une sorte d'instrument dans les mains de la perspective pharmacologique. À ce moment-là, on devrait penser que faire attention, qui est l'attitude de la pharmacologie en tant que thérapeutique, ce que faire attention veut tout d'abord dire. Faire attention aux symptômes du malaise dans la civilisation. Mais la symptomatologie elle-même peut aider la pharmacologie positive, qui est l'adoption de nouvelles pratiques et même l'invention de nouveaux pharmacas. Autrement dit, la pharmacologie a toujours besoin d'une symptomatologie qui évalue les effets des pharmacas tout en discernant parmi leur positivité et leur toxicité. Tant il est vrai que, comme Stigler a dit, tout ce qui est thérapeutique peut redevenir toxique. Aujourd'hui, il s'agit donc de transporter la symptomatologie de la médecine en général et de la psychanalyse à la philosophie contemporaine, qui traite de ce qui se passe dans la société des réseaux, du travail à la connaissance, des relations sociales aux crises économiques, de la misère symbolique à la pauvreté matérielle et de l'attention en tant que condition fondamentale pour l'émergence du désir. Mais le bout de la symptomatologie ne s'arrête pas là, car elle peut devenir symptomatologie de la philosophie elle-même, en portant l'attention sur les défauts théoriques d'une perspective philosophique ou sur ses faiblesses et confusions. Dans le sens le plus général, la symptomatologie philosophique a pour mission de pénétrer au cœur de la pensée théorique, et ce, afin de diagnostiquer l'éloignement de certaines perspectives du tissu social et de décrire les symptômes qui affaiblissent et qui rendent malade une théorie dans le présent historique. En considérant la double valence de la perspective symptomatologique comme critique qui peut être sociale tout aussi bien que théorique, nous pouvons soit penser l'anti-Oedipe comme une symptomatologie du désir, soit faire une symptomatologie de l'anti-Oedipe lui-même. Dans ces derniers cas, il s'agit d'interpréter les incohérences, les faiblesses ou les inconsistances du livre par rapport à la réalité de nos jours comme symptômes d'un défaut théorique. Le but de cette symptomatologie est d'identifier la possibilité d'une nouvelle symptomatologie qui puisse se confronter aux problèmes tout à fait nouveaux liés au milieu numérique. Autrement dit, l'anti-Oedipe étant une formidable symptomatologie du XXe siècle, il faut cependant la symptomatologiser à son tour afin d'établir les conditions pour de nouvelles symptomatologies du désir, celles du XXIe siècle. La première fois que j'ai lu l'anti-Oedipe, je me suis senti très mal, si on peut le dire du point de vue organologique. Et c'est d'abord pour cette raison brutalement empirique que je considère cet ouvrage un livre symptomatologique. En effet, un écrivain symptomatologue doit faire éprouver les malaises collectifs au lecteur à travers des symptômes qui peuvent se présenter différemment, mais qui révèlent des tendances communes. En ce sens, l'anti-Oedipe m'a fait véritablement éprouver dans ma vie quotidienne le fait que l'inconscient tombe souvent en panne et qu'il est toujours conditionné par des formations sociales qui réduisent sa puissance.
En un mot, ce livre m'a fait souffrir de mes bêtises et de mes défauts socialement donnés. Mais en même temps, il m'a interpellé, me demandant de redoubler d'efforts dans mes relations affectives et sociales. Pour le dire autrement, l'Antidipe m'a montré ce que la philosophie peut faire afin de solliciter et de faciliter l'individuation psychique et collective. En quittant mon expérience personnelle, on peut affirmer que si les livres de psychiatrie ou de psychologie ont toujours joué les logos contre les pathos, en subordonnant les symptômes de malaise à des théories abstraites et soi-disant neutres du point de vue politique, l'Antidipe a ambitionné de fonctionner comme une symptomatologie de la société capitalistique, même s'il l'a fait d'une manière implicite et inachevée. En effet, Deleuze et Guattari, en s'appuyant sur plusieurs écrivains et poètes, ont tenté d'écrire un livre dans lequel le champ social et politique précède la théorie et où, je cite, « il n'y avait plus lieu de savoir qui parlait au juste, en soignant, en soigné, un malade présent, passé ou à venir. » Fin de citation. Il s'agit par là tout précisément de la méthode utilisée par les écrivains, je cite, « bien malin qui dirait s'il parle en tant que malade ou médecin de la civilisation. » Mais à bien le voir, il ne s'agit pas uniquement de littérature. En se référant aussi aux travaux d'ethnopsychiatrie de Georges Devereux, Deleuze et Guattari vont montrer que, je cite, « la schizophrénie est le produit de la machine capitaliste ». Fin de citation. Tout comme la manie dépressive et la paranoïa sont les produits de la machine despotique, par rapport à l'hystérie qui serait les produits de la machine territoriale primitive. Je cite de l'Antidipe. Quand on dit que la schizophrénie est notre maladie, la maladie de notre époque, on ne doit pas vouloir dire seulement que la vie moderne rend fou. Il ne s'agit pas de mode de vie, mais des procès de production. Nous voulons dire que le capitalisme, dans son processus de production, produit une formidable charge schizophrénique sur laquelle il fait porter tout le poids de sa répression, mais qui ne cesse de se reproduire comme limite du procès. Car le capitalisme ne cesse pas de contrarier, d'inhiber sa tendance en même temps qu'il se précipite. Il ne cesse de repousser sa limite en même temps qu'il tend. En suivant cette perspective, c'est évident que nous nous retrouvons du côté antagoniste au point de vue freudien du malaise dans la civilisation. On se place en effet sur le plan politique, c'est-à-dire celui qui a été repoussé par Freud pour fonder scientifiquement la psychanalyse. C'est bien ainsi qu'on peut retrouver les points de départ critiques, mais aussi symptomatologiques de l'Antidipe, dans le fait que, pour les deux auteurs, la psychanalyse a écrasé les phénomènes de désir sur une scène familiale, écraser toute la dimension politique et économique de la libido dans un code conformiste. Dès que les malades se mettent à parler politique, à délirer politique, disent Deleuze et Guattari, il faut voir ce que la psychanalyse en fait. Deleuze et Guattari considèrent par cela la psychanalyse comme une sorte de théologie négative, je cite, qui comporte un appel à la résignation infinie, à travers le manque et la castration. Cette forme de théologie négative deviendrait tout à fait fonctionnelle au moyen de production de la société capitalistique et à ses dispositifs de pouvoir. Plus précisément, la psychanalyse elle-même deviendrait le moyen de production de la subjectivité capitaliste. Contre cette perspective réactionnaire, il propose une conception positive et productive du désir, comme désir qui produit, non pas désir qui manque. Parce que, et je cite, ce n'est pas les désirs qui s'étayent sur les besoins, c'est le contraire. Ce sont les besoins qui dérivent du désir. Ils sont contre-produits dans le réel que le désir produit. Fin de citation. Deleuze et Guattari s'opposaient à une conception classique du désir qu'ils qualifient d'idéaliste, à laquelle ils reprochent de penser les désirs négativement en les faisant dériver du manque. Tout en opposition à cette tradition, l'Antidipe entend redonner au désir sa dimension positive, la positivité et l'affirmativité du désir étant ce qui constitue le social comme processus de production industrielle, en comparant l'inconscient à une usine et non plus au théâtre d'Oedipe.
je cite en bas, nous savons bien d'où vient le manque et ce qu'on relate subjectif, le fantasme. Le manque est aménagé, organisé dans la production sociale. C'est l'acte d'une classe dominante. C'est pratique du vide comme économie de marché. Organiser le manque dans l'abondance de production, faire basculer tous les désirs dans la grande peur de manquer. D'un point de vue symptomatologique, la perception et la conception du désir à travers le manque seraient les symptômes d'une domination capitaliste dans l'inconscient. C'est cette domination qui a engendré l'inconscient réactif dans le sens de Nietzsche. Jusqu'ici, le discours de l'Antidupe est clair. Cependant, Deleuze et Guattari affirment aussi que, je cite, affirme aussi que le champ social est immédiatement parcouru par les désirs et que la libido n'a besoin de nulle médiation ni sublimation, nulle opération psychique, nulle transformation pour investir les forces productives et les rapports de production. Il n'y a que du désir et du social et rien d'autre. Fin de citation. Or, cette affirmation est problématique dans la mesure où, selon Deleuze et Guattari, les machines désirantes sont précisément et à la fois des pulsions et les désirs lui-même. Vous pouvez les voir. Il y a donc une sorte de confusion entre pulsion et désir, fondée sur l'oubli ou le refoulement des pulsions par rapport au social. Et ce refoulement est tout à fait symptomatique du problème que Stigler a montré dans Pharmacologie du Front National, à savoir l'inconsistance théorique de la thèse selon laquelle, comme le disait Reich, les masses ont littéralement désiré le fascisme. Ce qui est en jeu pour Stigler, dans sa critique de la confusion entre désir et pulsion, est de trouver les ressources théoriques pour faire face à ce qui arrive aujourd'hui, c'est-à-dire le capitalisme pulsionnel, l'extrême droitisation et les idéologèmes du marketing qui court-circuitent les processus d'individuation de tout et de chacun. Voilà donc ce qui fait une nouvelle symptomatologie du désir, tout en faisant aussi une symptomatologie de la symptomatologie anti-oedipienne. Autrement dit, Pharmacologie du Front National développe une symptomatologie du désir au XXIe siècle en symptomatologisant celle plus révolutionnaire du XXe, c'est-à-dire l'anti-Oedipe, et par là, le XXe siècle lui-même. Et c'est toujours comme ça, d'ailleurs. Pour se développer, une symptomatologie a évidemment besoin de s'appuyer sur une symptomatologie précédente, en la symptomatologisant à son tour, c'est-à-dire en diagnostiquant ce qui ne marche pas bien ou ne marche plus du tout dans la théorie observée. Cela ne signifie absolument pas que la symptomatologie conduit à une mise en abîme systématique de symptômes. Il s'agit plutôt d'une mise en réseau de toutes les interprétations des symptômes sociaux données pendant les cours de l'histoire par des philosophes qui ont essayé de parcourir la route de la thérapeutique sociale. Pour le dire autrement, la symptomatologie, quand elle est développée par la philosophie, ne commence jamais à partir d'une table rase, puisque les symptômes qu'elle va diagnostiquer sont toujours déjà fabriqués par les symptomatologues précédents. Il est vrai, d'autre part, que cette explication de la symptomatologie ne rend pas compte de l'activité symptomatologique à part entière, car elle est toujours en action dans la vie de l'humanité. Et l'humanité ne lit pas beaucoup de philosophie. À ce propos, on pourrait penser cette activité en général comme comparaison sociale des signes et des états psychosomatiques, mais cette interrogation autour du statut épistémologique de la symptomatologie ne peut être exposée ici. Je me limite ici à affirmer que la symptomatologie est toujours une sorte de sémiotique, en venant quant à son origine de la sémiotique médicale, et donc elle peut être pratiquée en tant qu'interprétation et catégorisation des signes par tous ceux qui veulent prendre soin de la dimension sociale de la signification. Quoi qu'il en soit, et pour revenir au sujet de mon intervention, à savoir le désir, il y a aussi un problème de genre théorétique, même ontologique, qu'il faut sans doute signaler afin de poursuivre la symptomatologie mise en place par Stigler. On pourrait affirmer que Deleuze et Guattari
aient cédé à la tentation de concevoir les désirs en tant que principe métaphysique, tout à fait proche à la fois de la différence et du pré-individuel. Il s'agissait alors d'une sorte de mélange infrathéorique entre les deux. Or, pour comprendre cette montée du désir au niveau métaphysique et ontologique, il faut se souvenir de quelques passages du chef d'œuvre théorique de Deleuze, Différence et répétition, qui détache la différence des contraintes de la dialectique et de la représentation, tout en montrant que la pensée est plongée dans la bêtise avant de rencontrer la violence du signe. En nous référant à différence et répétition, nous pouvons affirmer que la différence arrive à la pensée. Elle est toujours déjà là, c'est-à-dire dans les pré-individuels, et elle fait violence au penseur à travers le signe. Deleuze nous dit que la pensée d'abord ne pense pas, car il faut une différence pour faire penser les sujets, et par là, tout en suivant Hume, pour constituer les sujets. Quant à la pensée, elle survient à penser à travers la répétition de la violence du signe, c'est-à-dire en contre-affectuant cette violence par l'intermédiaire de l'imagination. C'est bien ainsi que la pensée trace son propre plan d'immanence. Cela veut dire que la formation de la pensée est soumise au mouvement de la différence et de la répétition. Telle est la révolution de l'empirisme transcendantal qui envisageait déjà la dimension du désir avant la rencontre avec Guattari. En effet, dans l'Antidipe, le désir est traité comme la différence, à savoir comme un principe ontologique, tandis qu'il devrait être conçu comme la pensée, c'est-à-dire à partir d'un processus qui se développe à travers le mouvement de différence et répétition, comme d'ailleurs semble évident dans la présentation de Sacher-Masoch, où l'énergie libidinale est conçue par Deleuze comme le produit de la transformation des pulsions par la répétition. La différence étant tout ce qui arrive au ça, donc à l'inconscient, qui est toujours, et à cause de sa propre nature, violenté par elle, par la différence. Or, bien que dans l'Antidipe, il n'y ait plus cette influence masochienne, c'est justement d'après les masochismes illustrés par Masoch que dans Mille plateaux de Deleuze et Guattari pouvaient nous dire « Faites-vous donc un corps sans organes ». Les corps sans organes consistant dans la désorganisation des organes jusqu'à leur inutilité totale. Cette désorganisation advient souvent à travers la couture des organes. Les masochistes, je cite, se fait coudre par son sadique ou sa putain, coudre les yeux, l'anus, l'urètre, le sein, le nez. Fin de citation. En empêchant par là aux organes de fonctionner. En ce sens-là, alors, on peut dire qu'à la lettre, il s'agit d'en finir avec le plaisir de l'existence, donc d'inexister, pour exister autrement. Cela nous conduit à un élément très important pour comprendre le bricolage du masochiste. On se tromperait des registres si on définissait le masochisme par l'attrait de la souffrance et la volonté de la douleur, parce que ce qui compte est la suspension du plaisir qui advient par la subversion et le sabotage de l'organisme. Au-delà du plaisir et de la douleur, il y a le désir. De plus, Masoch semble manifester des éléments de l'amour courtois qui font de l'ascèse la condition du désir, en tant que suspension de l'enchaînement désir-plaisir. Finalement, en gardant le rapport de réciprocité entre désir et pensée, fondé sur l'empirisme transcendantal, il semble juste d'affirmer que tout comme la pensée doit tracer son plan d'immanence, le désir doit gagner son propre plan de consistance. Or, ce qui était lisible seulement après coup dans la présentation de Sacher-Masoch le sera bien évidemment dans Dialogue et après dans Mille plateaux, bien qu'il semble être refoulé dans l'Antidipe. Dans Dialogue, le livre écrit avec Claire Parnet, le désir semble changer de statut par rapport à l'Antidipe, puisqu'il est conçu en tant que processus qui déroule en plan de consistance. Deleuze affirme d'ailleurs que le désir est strictement immanent à ce plan auquel il ne persiste pas,
et il s'agit d'un plan qu'il faut construire. En plus, pour Deleuze, pour autant qu'il est individuel, la construction du plan, je cite, est une politique. Elle engage nécessairement un collectif, des agencements collectifs, un ensemble de devenirs sociaux. Fin de citation. Avant d'affirmer cela, Deleuze dit aussi que le désir est un processus immanent à la société, tandis que dans l'Anti-Oedipe, il est conçu comme principe immanent. Autrement dit, si, comme nous l'avons vu tout à l'heure, le désir de l'Anti-Oedipe est conçu comme un principe qui relève du pré-individuel simondonien, dans Dialogue, c'est la dimension processuelle qui émerge et qui fait signe à la transindividuation, c'est-à-dire vers une construction politique de signification. Je cite. Et j'ai mélangé les pages et l'ordre des phrases. Le désir est inséparable d'un plan de consistance qu'il faut chaque fois construire pièce à pièce. Plan de consistance qu'il trace au cours de son procès. Il n'y a de désir qu'agencé ou machiné, sur un plan qui ne présiste pas, mais qui doit lui-même être construit. Hors de ces conditions, vous manquez en effet de quelque chose, mais vous manquez précisément des conditions qui rendent un désir possible. Fin de citation. Le désir vient donc après la construction du plan. Il vient après et non plus avant, comme il était dans l'Anti-Oedipe. En plus, faute d'une maintenance ou d'une thérapeutique, telle que la schizoanalyse par exemple, ce plan de consistance peut toujours se briser. Encore dialogue. Il appartient à ce plan d'immanence ou de consistance de comprendre des brouillards, des pestes, des vides, des sautes, des immobilisations, des suspens, des précipitations, car l'échec fait partie du plan lui-même. Il faut en effet toujours reprendre au milieu pour donner aux éléments de nouveaux rapports de vitesse et de lenteur qui les font changer d'agencement, sauter d'un agencement à l'autre. Fin de citation. Il va sans dire qu'une telle conception du désir se rapproche de la perspective épiméthéienne qui conduit la critique de pharmacologie du Front National au désir anti-oedipien. D'autre part, nous avons ici en tête les plans les plus théoriques de la symptomatologie, à savoir les plans ontologiques, qui exigeraient un approfondissement rigoureux, mais qui n'est pas possible dans cette intervention. Par contre, il semble absolument mieux de se concentrer sur les plans pathologiques, sur lesquels le désir se remoue dans l'histoire, en plongeant donc la symptomatologie dans la réalité sociale des individus entre les 68 et nos jours. Bien que la confusion entre désir et pulsion soit un symptôme théorique, elle est toutefois révélatrice des conditions historiques et sociales dans lesquelles l'Anti-Oedipe est plongé, à savoir l'après 68, où le désir a été conçu comme un événement révolutionnaire, et vers la lutte engagée par Deleuze contre le dualisme et la dialectique. En regardant de plus près, on peut dire que ces deux choses sont intimement entrelacées. Comme nous l'avons déjà observé après les 68 et inspiré par cet événement, Deleuze et Guattari théorisent une nouvelle image du désir. Tout comme la différence, le désir arrive, et il est toujours déjà là, sans besoin de transformation préalable des pulsions. Voilà donc la cause politique du symptôme de confusion théorique entre désir et pulsion. Malheureusement, on ne se dit pas. J'ai lu. Si nous invoquons le désir comme instance révolutionnaire, c'est parce que nous croyons que la société capitalistique peut supporter beaucoup de manifestations d'intérêt, mais aucune manifestation de désir, qui suffirait à faire sauter ces structures de base, même au niveau de l'école maternelle. Fin de citation. Il s'agissait pour Deleuze et Guattari d'élever un événement, tel qu'elle aimait 68 en France, au rang de arrière-plan historique ou, ce qui revient au même, de cristalliser les processus de production du désir en tant que principe irréductible de l'instance révolutionnaire. C'est bien ainsi que l'Anti-Oedipe a mis en place un revincement ontologique par lequel ce qui devrait être conquis devient ce qui est toujours déjà là comme événement à actualiser, à savoir la révolution, pour autant qu'elle soit moléculaire ou libidinale. Quant au problème du dualisme des pulsions
et sa fonctionnalité dialectique, il faut dire qu'on n'a pas encore dit les derniers mots à propos de ce sujet. En effet, dans l'Antiodipe, on pourrait trouver un passage où cette question est à la fois bien expliquée et porteuse d'une possibilité pour complexifier les statuts du désir en dépassant la dualité pulsionnelle vers une multiplicité irréductible à la couple Eros-Thanatos, c'est-à-dire la dualité des pulsions de vie et pulsions de mort. Je cite, « Dualisme qui réclame une opposition qualitative entre les pulsions, entre Eros et Thanatos. Il s'agit d'éliminer la libido en tant que celle-ci implique la possibilité de conversion énergétique dans la machine, libido numen voluptas. Il s'agit d'imposer une dualité énergétique qui rende les transformations machiniques impossibles, tout devant passer par une énergie neutre indifférente, celle qui émane d'Oedipe, capable de s'ajouter à l'une ou à l'autre de deux formes irréductibles. Neutraliser, mortifier la vie. Les dualités topiques et dynamiques ont pour but d'écarter les points de vue de la multiplicité fonctionnelle qui, seule, est économique. Après, il y a une parenthèse dans laquelle les Guattari disent « Zondi posera bien le problème. Pourquoi deux sortes de pulsions qualifiées molaires fonctionnant mystérieusement, c'est-à-dire édupionnement, plutôt que n gènes de pulsions, 8 gènes moléculaires par exemple, fonctionnant machiniquement? Or, je crois que dans cette parenthèse, il y a tout. Dans cette parenthèse, on peut retrouver en effet la racine d'une potentielle piste de recherche qui, si conduite en profondeur, peut devenir tout à fait nouvelle par rapport aux études deleuziennes, à savoir les processus de différenciation entre pulsion et désir. C'est ainsi qu'en multipliant les pulsions, on pourrait maintenir à la fois la dimension moléculaire de l'inconscient et la nature processuelle du désir, c'est-à-dire sa nature artificielle, qui relèverait des transformations non dialectiques des pulsions. Pour penser cela, il faudrait cependant considérer très sérieusement le rôle qui peut jouer la différence, avec la A, dans la façon où Derrida en a montré la stratégie libidinale dans la carte postale, et en particulier dans les textes spéculés sur Freud. En reprenant le discours derridien, Stigler affirme que, je cite, « la libido, telle que Freud la pense à partir de 1920, est avant tout le processus de la transformation des pulsions en désir, c'est-à-dire en investissement, par le détournement de leur but, par leur différence. » Fin de citation. C'est à partir de ce point-là, d'ailleurs, qu'on peut conduire la critique au désir de Deleuze et Guattari. En particulier, Stigler va bien plus loin de Derrida sur le plan politique et donc symptomatologique, quand il affirme que le désir peut toujours se décomposer. Et il s'agit d'ailleurs du véritable risque libidinal des sociétés de contrôle décrites par Deleuze en 1990 et aujourd'hui devenu tout à fait réel par l'intermédiaire des technologies numériques. Même si on peut croire que le 68 a été la manifestation sociale et révolutionnaire du désir, ceci n'est plus vrai aujourd'hui, car nous sommes confrontés à la manifestation obsessive des pulsions comme expression de soi et à leur captation systématique par le marketing. Or, nous avons vu tout à l'heure que les pulsions ont été presque oubliées par Deleuze et Guattari dans leur premier livre. L'effet singulier, c'est que l'Antiodipe a été publié en 1972, c'est-à-dire au moment où s'annonçaient les premiers symptômes de la toxicité systémique du modèle consumériste et pulsionnel. En faisant face à la question du fascisme par rapport à l'extrême droitisation de nos jours et en l'alliant avec la tendance totalitaire du marketing, Pharmacologie du Front National nous offre alors un raisonnement qui part des symptômes du malaise théorique de l'Antiodipe, que l'Antiodipe manifeste. Stigler soulignant les passages où Deleuze et Guattari affirment que, et je cite, « Jamais Reich n'est plus grand penseur que lorsqu'il refuse d'invoquer une méconnaissance ou une illusion de masse pour expliquer le fascisme, et réclame une explication par les désirs, en termes de désir. Non, les masses n'ont pas été trompées, elles ont désiré le fascisme à tel moment,
en telle circonstance. Étant cela, il faut expliquer cette perversion du désir grégaire. Ce sont Deleuze et Guattari qui écrivent ça. Voilà donc le raisonnement de Stigler face à cette considération, laquelle demeure cependant très suggestive et très intéressante d'un point de vue symptomatologique. Quoi qu'il en soit, la question posée par Pharmacologie du Front National est incontournable. Stigler dit « Mais s'agit ici précisément de désir. Le désir peut-il être grégaire? Ne s'agit pas plutôt d'une déliaison pulsionnelle du désir, de sa décomposition, c'est-à-dire de sa régression à un stade archaïque où précisément il ne contribue plus à l'individuation psychique et sociale, c'est-à-dire à l'augmentation, à l'affirmation, mais où, au contraire, il participe d'une désindividuation psychique aussi bien que sociale et d'une frustration, c'est-à-dire justement d'un manque. Et après, on ne peut pas à la fois poser que le désir est affirmation et intensification de l'individuation et non manque, et voir dans l'extrémisation de la frustration qu'exprime le comportement grégaire fasciste une forme de désir. À cette remarque, nous pouvons ajouter un autre symptôme manifesté par l'Oedipe, et il s'agit d'un passage très clair par rapport au niveau pulsionnel qu'on attend en rapportant la libido au fascisme. Dans ce passage, Deleuze et Guattari soulignent que, je cite, Hitler faisait bander les fascistes. Les drapeaux, les nations, les armées, les banques font bander beaucoup de gens. Or, fin citation. Or, il devient difficile de considérer le bander comme une expression du désir et non pas des pulsions. On ne peut penser bander comme un mouvement désirant que si l'on conçoit les désirs d'une façon spontanéiste. Pourtant, Deleuze et Guattari sont clairs à ce sujet et répètent plusieurs fois que le désir est constructiviste, pas du tout spontanéiste. Et ça alors, c'est un symptôme. Il y a un autre problème très important par rapport à ce qui arrive aujourd'hui avec la nouvelle vague de la révolution conservatrice, à savoir le psychopouvoir et le neuropouvoir de l'idéologie néolibérale véhiculée par le marketing. Pharmacologie du Front National montre bien, par ailleurs, qu'au même temps où Deleuze et Guattari veulent se débarrasser de l'idéologie pour désirer dans une façon révolutionnaire, ils se trouvent désarmés par de nouvelles idéologies, néoconservatorisme, idéologie de la fin de l'idéologie, etc. C'est le moment où Deleuze et Guattari oublient la réalité toxique de l'idéologie, dont l'effet plus étonnant, c'est que toute transindividuation politique et désirante est court-circuitée. Il s'agit de ce qui a conduit à la mort du désir, assassiné par les pulsions sollicitées par le marketing. Je cite de Pharmacologie du Front National. Oubliant la question initiale de l'idéologie, elle peut même être mise au service de l'idéologie de la fin des idéologies qui caractérisera le devenir du capitalisme à la fin du XXe siècle à travers la révolution conservatrice et où il n'y a pas d'alternative. Voilà l'enjeu de l'idéologie et de son oubli, dont l'Oedipe est parmi les responsables théoriques, même si indirectement. Cependant, il y a tous les éléments pour penser que pendant les années 80, Deleuze et Guattari, et de deux façons différentes, ont commencé à reformuler leur concept de désir, sans attendre un accomplissement, mais en nous donnant de nouvelles lunettes pour observer la réalité sociolibidinale, à savoir trois textes qui demeurent très actuels de nos jours. Les années d'hiver de Félix Guattari, les post-scriptum sur les sociétés de contrôle de Deleuze et qu'est-ce qu'est la philosophie de Deleuze et Guattari. Ce qui est intéressant dans cette nouvelle pensée du désir, c'est que pour arriver à les penser différemment, soit Deleuze, soit Guattari ont pratiqué la symptomatologie sur leur propre théorie. Ils ont commencé à percevoir la faiblesse des agencements collectifs du désir ainsi que la force idéologique du marketing. Si donc, et je vais conclure, si donc une schizanalyse qui est une maintenance libidinale et politique de l'inconscient est nécessaire, elle devrait faire face à l'idéologie de la révolution conservatrice et à la destruction systématique des agencements du désir. Cette idéologie a remplacé par des pulsions détruisant le désir lui-même et l'étude sociale, surtout dans les milieux numériques. Ce rôle de la schizanalyse peut être pensé par l'intermédiaire de la pharmacologie et par là d'un point de vue organologique.
par le fait que les machines désirantes sont à la fois techniques et sociales. En considérant que les machines de la schizanalyse pouvaient être traduites par les organes de l'organologie, il faut beaucoup de travail pour faire ça, mais je pense qu'il peut le faire, les organes étant psychosomatiques, techniques et sociaux, tout comme les machines de Deleuze et Guattari, cela nous permet de concevoir chez Deleuze et Guattari les pulsions au niveau organologique. La dernière citation, c'est presque la fin de l'Antidipe. Deleuze et Guattari disent que la schizanalyse marque le point où la machine sociale, la machine technique, la machine désirante s'épousent étroitement et font communiquer leur régime. Elle demande si cette société est capable de cela et ce qu'elle vaut si elle n'est pas capable. Fin de citation, je conclue. C'est à partir de ce premier ébauche d'organologie et des symptômes qu'elle manifeste qu'il devient possible de concevoir une pharmacologie positive reconstituant les bases matérielles, techniques et sociales du désir, dont les plans demeurent à construire et dont les organes nécessitent une maintenance continue, car ils peuvent toujours se détraquer. C'est ça la raison pour laquelle, aujourd'hui, la construction de ce plan est devenue de plus en plus difficile, mais pas impossible. Merci pour votre attention et je suis désolé pour le PowerPoint.